cœur de résonance. Ils passèrent la journée dans l'atelier caché du professeur. C'était un travail de précision chirurgicale. Il fallait tailler le bronze, l'ajuster à un circuit électronique moderne sans en corrompre l'essence ancienne. Nguyen aidait comme elle le pouvait, ses doigts d'archiviste habitués à manipuler des choses fragiles se révélant très utiles pour souder des fils microscopiques. Pendant qu'il travaillait, on racontait des histoires sur le Hanoï des années 50. Il parlait de la dignité des gens malgré la guerre, de la beauté des rues avant l'arrivée du béton massif. Il enseignait à Nguyen que l'histoire n'est pas une suite de dates, mais une suite d'émotions. C'était là sa leçon d'éducation, pour comprendre le passé, il faut d'abord l'aimer. Enfin, l'appareil fut prêt. C'était un boîtier noir, modeste, surmonté d'une petite antenne en forme de pétale de lotus. Nous n'avons qu'une seule chance, avertit-on. Si nous forçons la porte et que la fréquence est mauvaise, nous pourrions créer une faille permanente. Nguyen hocha la tête. Elle sentait une responsabilité immense peser sur ses épaules. Elle n'était plus la bibliothécaire solitaire. Elle était le pont entre deux mondes. Le soir même, ils se rendirent à la Bibliothèque nationale. Le silence habituel semblait chargé d'électricité. Ils descendirent au sous-sol. L'horloge commença sa lente progression vers 19h. 18h58. On brancha l'appareil. 18h59. Les ventilateurs semblaient s'arrêter de tourner. 19h. La première sonnerie retentit. Grave, profonde. La deuxième. La troisième. Nguyen ferma les yeux et visualisa le visage de sa grand-mère, le visage du gardien Luang dans la bruine. La quatrième. La cinquième. Le mur commença à gémir. Un son de basse fréquence qui faisait vibrer les os. La sixième. L'amplificateur de Han émit une lueur bleue intense. La septième. Le mur ne fondit pas cette fois. Il se fractura comme une vitre. Une lumière aveuglante jaillit des fissures. Nguyen sentit une aspiration puissante. Elle tendit la main vers le professeur, mais il lui fit signe de rester en arrière. « Vas-y, Nguyen. C'est ton histoire, pas la mienne. » Elle fit un pas en avant. L'air changea instantanément. L'odeur de la poussière moderne disparut. Elle fut accueillie par une bouffée d'air frais, humide, chargée d'une odeur de jasmin et de fumée de bois. Elle était de retour en 1954. Mais cette fois, ce n'était pas la nuit. C'était l'aube. Une aube grise et calme sur un Hanoï qui s'apprêtait à changer de main. Devant elle, sur le trottoir, se tenait un homme. Ce n'était pas Luong. C'était un homme plus jeune, avec des lunettes rondes et un regard plein de sagesse. « Bonjour, Nguyen, dit-il avec un sourire doux. Je suis le docteur Locke. Je t'attendais. » Chapitre 6. La bibliothèque des nuages. Nguyen resta pétrifié. L'homme devant elle semblait irradier une tranquillité absolue, malgré l'agitation lointaine des camions militaires et les cris des vendeurs de journaux. Il portait une blouse blanche de laboratoire, un peu froissée, et ses mains étaient hachées d'encre violette. « Comment connaissez-vous mon nom » demanda-t-elle, sa voix se perdant dans le souffle du vent matinal. Le docteur Locke ajusta ses lunettes. « Ma chère enfant, lorsque l'on manipule les fréquences du temps, on apprend à lire les signatures de ceux qui viendront après nous. Ta grand-mère Ang était mon élève la plus brillante. Elle m'avait promis que sa lignée veillerait sur l'unité. » Il l'invita à marcher avec lui le long de la rue. Hanoï en 1954 était une ville de contraste. Les maisons coloniales jaunes se reflétaient dans les flaques d'eau, et les arbres semblaient plus verts, plus vivants. Nguyen se sentait comme une goutte d'eau dans un océan d'histoire. « Vous devez comprendre, continua Locke, que la collection que j'ai cachée n'est pas composée de livres ordinaires. Ce sont des archives de futurs possibles. Si le monde apprenait trop tôt ce qu'il attend, la liberté de choix disparaîtrait. Nous deviendrions les prisonniers d'un destin déjà écrit. » Il s'arrêta devant une petite échoppe de café où l'arôme du grain grillé s'échappait.
Il commanda 2 cafés avec un calme olympien, comme s'il n'était pas au milieu d'une transition politique majeure. Guyet apprit alors la véritable nature de la mission. Le registre qu'elle avait emporté était la clé pour stabiliser les archives dans le présent. Mais pour que cela fonctionne, elle devait laisser quelque chose en échange. Une loi de compensation. « Qu'est-ce que je dois laisser ?» demanda-t-elle avec une pointe d'inquiétude. Tonne silence, répondit-il avec un clin d'œil malicieux. L'archiviste doit devenir conteuse. La connaissance ne sert à rien si elle n'est pas partagée avec sagesse. Tu dois utiliser ce que tu apprendras pour éduquer, pour guider, sans jamais révéler la source. Guyet sourit. Elle comprenait enfin pourquoi sa vie avait été si calme, si centrée sur les livres. C'était une préparation. Soudain, le sol trembla légèrement. La 7e sonnerie de l'autre côté, dans son époque, commençait à s'estomper. Le passage allait se refermer. « Prends ceci, dit le docteur Locke en lui tendant une petite boîte en laque rouge. C'est la graine de lotus originale. Plante-la dans ton jardin. Elle te rappellera que le temps est un cycle, pas une ligne droite. » Guyet prit la boîte, serra la main du docteur, et courut vers la lumière qui commençait à vaciller au coin de la rue. Elle franchit le seuil au moment même où l'aube de 1954 se transformait en l'obscurité du sous-sol de 2024. Elle se retrouva dans les bras du professeur Han, qui l'attendait avec anxiété. « Tu es revenu » s'écria-t-il. « Regarde le mur. » Le mur de béton était redevenu lisse, mais à la place des micro-fissures, il y avait maintenant une fresque naturelle, la forme d'une fleur de lotus gravée dans la pierre. Guyet ouvrit la main. La boîte en laque rouge était là. Elle était réelle. Elle regarda le professeur et, pour la première fois de sa vie, elle ne chercha pas le silence. Elle commença à raconter. Elle raconta l'aube, le café, la sagesse du docteur Locke. L'histoire ne faisait que commencer. Chapitre 5. L'harmonie du bronze. Le laboratoire du professeur Han, niché dans les combles d'un vieux bâtiment de l'université de technologie, ressemblait à un champ de bataille entre la physique classique et la science-fiction. Des bobines de cuivre s'enroulaient comme des serpents endormis autour de tubes à vide, et des oscilloscopes affichaient des vagues vertes et nerveuses. Guyet observait le professeur avec une fascination mêlée d'appréhension. Il manipulait le minuscule cylindre de bronze légué par sa grand-mère avec une dextérité de chirurgien. Il expliqua à Guyet que le bronze n'était pas un simple métal mais un conducteur de mémoire acoustique. Il précisa que pour ouvrir à nouveau le passage sans le badge original, il devait tricher avec la réalité. L'idée du professeur était de construire un émetteur de fréquence modulée qu'il appelait le résonateur de lotus. Ce dispositif devait reproduire exactement la signature vibratoire du badge lorsque celui-ci était frappé par les ondes de la 7e sonnerie. Guyet, bien que novice en physique nucléaire, comprenait l'urgence. Elle passait ses journées à la bibliothèque, faisant semblant de classer des rapports annuels, tandis que ses nuits étaient consacrées à la traduction du registre. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à quitter son bureau, un jeune homme entra dans la zone de lecture. Il ne ressemblait pas aux chercheurs habituels. Il portait une veste en cuir usé et ses yeux brillaient d'une curiosité malicieuse. Il s'approcha du comptoir et demanda à voir les plans d'urbanisme de Hanoï de l'année 1954. Guyet sentit son sang se glacer. Elle demanda calmement son nom et l'objet de ses recherches. Il répondit qu'il s'appelait Min et qu'il était un architecte spécialisé dans la restauration des bâtiments coloniaux. Il ajouta avec un sourire que certains murs de cette bibliothèque cachaient des secrets que même le béton ne pouvait étouffer. Guyet essaya de rester impassible, mais Min semblait lire en elle comme dans un livre ouvert. Il mentionna que son grand-père avait travaillé comme ingénieur pour un certain docteur Locke et qu'il avait laissé derrière lui des croquis mentionnant une ouverture invisible. Cette rencontre n'était pas un hasard. Guyet réalisa que Min pourrait être soit un allié précieux, soit un danger immense. Elle décida de l'emmener voir le professeur Han, estimant que la vérité était trop lourde pour être portée par 2 personnes seulement. Le professeur Han, d'abord méfiant, fut rapidement conquis par les connaissances de Min sur les structures internes du sous-sol.
Min apporta un fragment de plan original qu'il avait hérité. Sur ce papier jauni, une annotation manuscrite en rouge indiquait « La septième est la clé, le silence est le verrou ». Ensemble, ils travaillèrent sur le résonateur. Min utilisa ses logiciels de modélisation pour affiner la structure du dispositif tandis qu'An ajustait les circuits électroniques. Le cylindre de bronze fut placé au cœur d'une chambre à vide miniature. Chapitre 6 – Le mur des murmures. Le vendredi suivant, l'atmosphère était électrique. Le trio s'était introduit clandestinement dans le sous-sol de la bibliothèque à 18h30. Le professeur emportait le résonateur, un boîtier d'argent de la taille d'une boîte à chaussures, muni d'une petite antenne parabolique en laiton. Min surveillait le couloir avec une lampe de poche, tandis que Nguyen tenait le registre ouvert à la page de l'équation. Ils se placèrent devant le mur de béton gris. À 18h55, le silence devint presque douloureux. Le professeur activa le résonateur. Un bourdonnement sourd, presque imperceptible pour l'oreille humaine, commença à remplir l'espace. Les micro-fissures sur le mur semblèrent s'élargir, non pas physiquement, mais comme une illusion d'optique. Le professeur expliqua que le métal commençait à chanter en harmonie avec le béton. Soudain, la première sonnerie de la grande horloge retentit au loin. 1, puis 2. À chaque coup, le résonateur vibrait plus fort. 3, 4. Une lueur bleue commença à émaner du cylindre de bronze à l'intérieur du boîtier. 5, 6. Min murmura que le champ magnétique était en train de se stabiliser. Enfin, la septième sonnerie résonna. C'était le moment de vérité. Le mur ne fondit pas comme la première fois. Au lieu de cela, il devint transparent, comme une plaque de verre fumé. De l'autre côté, ils ne virent pas la rue humide de 1954, mais un bureau sombre, rempli de dossiers et de tubes à essai. C'était le laboratoire secret du docteur Locke. Une silhouette était assise devant une table de travail, écrivant frénétiquement. La silhouette se retourna. C'était un homme jeune, au visage sévère mais empreint d'une tristesse infinie. L'homme s'approcha de la vitre temporelle et posa sa main contre elle. De leur côté, Nguyen fit de même. Elle sentit une chaleur étrange, comme si le temps lui-même essayait de lui communiquer un message. L'homme murmura des mots qu'ils ne purent entendre, mais ses lèvres formèrent clairement le prénom de Nguyen. Comment pouvait-il connaître son nom? Le professeur en avertit que l'énergie chutait rapidement. Min remarqua que le badge en lotus, celui que Nguyen avait laissé tomber, était posé sur le bureau de l'homme en 1954. L'homme prit le badge et le tendit vers la paroi transparente, comme s'il voulait le leur rendre. Mais au lieu de le passer à travers, il le serra contre son cœur et secoua la tête. Il montra une montre à son poignet et indiqua le chiffre 24. La porte se referma brusquement, redevenant un mur de béton froid et opaque. Le résonateur s'éteignit dans un petit nuage de fumée. Ils restèrent là, dans le noir, essoufflés. Min demanda si quelqu'un avait vu la même chose que lui. Nguyen répondit qu'il l'avait appelé par son nom. Le professeur An, le visage pâle, déclara que ce n'était pas seulement une porte vers le passé, mais une boucle de causalité. Le docteur Locke ne fuyait pas l'histoire, il l'attendait. Nguyen ouvrit le registre à une page qu'elle n'avait pas encore déchiffrée. Il y avait une photographie collée, une image ancienne et floue. Elle représentait une femme travaillant à la Bibliothèque nationale, exactement à la même place que Nguyen, mais la photo datait de 1945. La femme sur la photo portait le badge en lotus et son visage était l'image exacte de celui de Nguyen. Elle comprit alors que son voyage ne faisait que commencer et que son propre destin était écrit dans les archives depuis plus de 80 ans. Chapitre 4 – L'équation du chaos, suite. Nguyen regarda le professeur avec une expression de détermination mêlée et une légère appréhension. Elle comprenait que sa vie tranquille entre les rayonnages de la Bibliothèque nationale venait de basculer dans une dimension où le temps lui-même n'était plus une constante. Le professeur rangea soigneusement le cylindre de bronze dans la poche intérieure de son gilet et commença à rassembler des câbles de cuivre et un petit oscilloscope portable.
Nous devons être extrêmement méticuleux, murmura le vieil homme en ajustant ses lunettes. Si la vibration n'est pas parfaitement synchronisée avec la 7e sonnerie, nous risquons de créer une distorsion permanente. Le béton pourrait ne jamais se stabiliser, et la porte resterait une plaie ouverte dans la structure même du bâtiment. Nguyen hocha la tête. Elle pensait à M. Luang, le gardien de 1954, qui détenait sans le savoir la clé de son retour. Elle se demanda s'il elle attendait toujours dans cette rue brumeuse de Hanoï, ou si pour lui, Hélène avait été qu'une apparition fugitive, un fantôme d'une époque future. « Je vais vous aider, dit Nguyen. Je connais chaque recoin de ce sous-sol. Je sais exactement où placer les capteurs pour que l'acoustique soit optimale. La vieille horloge à balancier a ses propres caprices, elle avance de 2 secondes chaque jour, il faudra en tenir compte dans vos calculs. » Le professeur sourit, un sourire qui fit plisser ses yeux vifs. C'est là que l'esprit de l'archiviste est indispensable. La précision est notre seul allié contre le chaos. Ils passèrent les heures suivantes dans l'atelier clandestin du professeur. L'air était saturé d'une odeur de soudure et de café fort. On travaillait sur le résonateur, un appareil complexe qui devait amplifier la fréquence de la 7e sonnerie pour compenser l'absence du badge en lotus. Nguyen, de son côté, continuait de déchiffrer le registre des manuscrits indo-chinois. Elle découvrit des notes marginales écrites par le docteur Locke concernant la nature de la collection. Ce n'étaient pas seulement des livres rares. C'étaient des journaux des observations sur les cycles du temps, des cartographies de points de rupture où le passé et le présent se frôlaient. La collection du docteur Locke était un manuel de navigation pour ceux qui osaient franchir les portes invisibles de l'histoire. Vers 3 heures du matin, le professeur en posa son fer à souder. Le résonateur était prêt. Il ressemblait à une petite boîte en bois de santal, ornée de circuits de cuivre et surmontée d'un cristal de quartz poli. « Demain soir, dit-il, nous saurons si la science du passé peut encore parler à celle du futur. Préparez-vous, Nguyen. Si la porte s'ouvre, vous n'aurez que quelques minutes pour récupérer le badge. Ne vous attardez pas. Le temps est un hôte jaloux qui n'aime pas qu'on lui vole ses secrets. » Chapitre 5 – La résonance du passé. Le samedi soir arriva avec une lenteur insupportable. Hanoï était enveloppé d'une humidité lourde, annonçant une pluie imminente. Nguyen arriva à la bibliothèque à 18h45, portant le résonateur dissimulé dans un vieux sac en cuir. Le bâtiment était désert, plongé dans une pénombre protectrice. Elle descendit les marches vers le sous-sol, chaque craquement du bois résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence assourdissant. Elle atteignit le mur de béton gris. Rien n'avait changé en apparence, mais Nguyen sentait une tension électrique dans l'air. Elle installa le boîtier du professeur au pied du mur, exactement dans l'axe de la plaque invisible numéro 7. Elle connecta les capteurs acoustiques aux parois de béton et attendit. 18h50. Son cœur battait au rythme de la grande horloge située 2 étages plus haut. Elle se remémora les paroles de sa grand-mère, « Trouve ce qui est juste, mon enfant. » Soudain, le premier coup de cloche retentit. Un son profond, majestueux, qui semblait vibrer jusque dans la moelle de ses os. Le résonateur commença à émettre un sifflement aigu, presque imperceptible. 2e sonnerie. La lumière du cristal de quartz vira au bleu électrique. 3e sonnerie. Le mur commença à frémir. Des micro-fissures semblèrent s'animer, comme des veines sous la peau du béton. 4e sonnerie. Nguyen ajusta le potentiomètre du boîtier comme le professeur le lui avait enseigné. L'aiguille de l'oscilloscope oscillait follement entre 2 fréquences critiques. 5e sonnerie. Une odeur d'ozone et de papier ancien se répandit dans le couloir étroit. La réalité semblait se distordre autour des ailes, les ombres s'étirant de manière surnaturelle. 6e sonnerie. Le sifflement du résonateur devint un bourdonnement puissant. Le cadre de la porte en chêne commença à apparaître, mais il était instable, oscillant entre le bois solide et la brume grise. 7e sonnerie. Un choc immense secoua la pièce.
Le résonateur projeta une étincelle de lumière dorée qui frappa le centre du mur. Dans un fracas de verre brisé, et l'espace devant Guyet se déchira. La porte numéro 7 était là, grande ouverte, mais cette fois la lumière qui en émanait était d'un rouge sanglant, signe de l'instabilité du passage. Guyet n'hésita pas. Elle franchit le seuil. Elle se retrouva instantanément sur le trottoir humide de 1954. La pluie tombait maintenant avec force. Elle chercha désespérément du regard la silhouette du gardien. « Monsieur Luang !» cria-t-elle par-dessus le bruit de l'averse. « Monsieur Luang !» Un homme surgit de l'ombre de l'Institut. C'était lui. Il paraissait plus vieux de quelques années, ou peut-être était-ce seulement l'effet de la pluie. Il tenait une lanterne à la main et semblait chercher l'origine de la voix. « Qui est là ?» demanda-t-il, la main sur son front pour se protéger de l'eau. « C'est moi, Guyet. La femme de l'autre soir. Avez-vous trouvé quelque chose? Un badge en forme de lotus? » Le visage de Luang s'éclaira d'une compréhension soudaine. « Ah, la demoiselle de province. Oui, je l'ai gardée. Je savais que vous reviendriez. C'est un objet bien étrange, il n'a pas cessé de vibrer dans ma poche depuis 1 heure. » Il fouilla dans sa veste et en sortit le badge en laiton. Il brillait d'une lueur verte intense, pulsant au rythme de la porte qui se trouvait derrière Guyet. « Prenez-le vite, dit Luang en lui tendant l'objet. Les camions arrivent. Ils évacuent tout. Le docteur Locke est parti ce matin, il m'a dit de vous dire que la collection est en sécurité à l'endroit indiqué par le registre. » Guyet saisit le badge. Au moment où ses doigts effleurèrent le métal froid, une décharge électrique lui parcourut le bras. Elle sentit la porte derrière elle commencer à se refermer prématurément. « Merci, monsieur Luang. Vous avez sauvé bien plus qu'un simple badge. Partez, mon enfant. » cria le vieil homme. « Ne regardez pas en arrière. » Guyet se jeta à nouveau dans le tunnel de lumière. Cette fois, le voyage fut violent. Elle eut l'impression d'être broyée par des mains invisibles, le temps se pliant autour d'elle comme une étoffe déchirée. Elle atterrit lourdement sur le sol du sous-sol de 2024, juste au moment où le résonateur du professeur en explosait dans un nuage de fumée blanche. Le silence retomba brusquement. Le mur était redevenu du béton gris, mais cette fois, Guyet tenait fermement le badge en lotus dans sa main droite. Elle était revenue. Et elle possédait enfin l'unité perdue. Mais alors qu'elle reprenait son souffle, elle remarqua un détail qui la glaça de terreur. Sur le sol, à côté des débris du résonateur, se trouvait un journal de Hanoï. Elle le ramassa. La date en première page n'était pas celle de son départ. Elle n'était pas revenue le samedi soir de 2024. Le journal indiquait le lundi 12 octobre 2026. Elle avait disparu pendant 2 ans. Chapitre 6 – Les échos du silence. La poussière de l'explosion retombait doucement, mais le silence qui s'installa dans le sous-sol de la bibliothèque n'avait rien d'apaisant. Il était lourd, accusateur, comme si chaque particule d'air savait que Guyet n'appartenait plus à ce moment précis de l'histoire. Elle resta assise sur le sol froid, le journal froissé entre ses mains. 12 octobre 2026. Les mots semblaient danser devant ses yeux fatigués. Comment était-ce possible? Hélène n'avait passé que quelques minutes dans le passé, le temps de récupérer le badge auprès de M. Luang. Elle se souvint des paroles du professeur sur l'instabilité du continuum. Le saut avait été forcé, le résonateur avait brûlé les étapes, et en chemin, elle avait perdu 2 années de sa vie. Elle se releva avec difficulté, ses muscles étant douloureusement contractés. Elle rangea le badge en lotus dans sa poche, le sentant encore tiède, comme un cœur qui bat. Elle devait sortir de là. Elle devait comprendre ce qui s'était passé durant son absence. En remontant les escaliers, Guyet remarqua des changements subtils. Les murs de la bibliothèque avaient été repeints d'une couleur crème plus moderne. De nouvelles bornes numériques remplaçaient les vieux bureaux de bois où elle avait travaillé pendant 10 ans.
Elle atteignit le hall principal et s'arrêta net. Une grande affiche commémorative était accrochée près de l'entrée. On y voyait son propre visage, une photo des identités professionnelles un peu rigides, entourée d'un cadre noir. En dessous, on pouvait lire « En mémoire de Nguyen, archiviste dévoué, disparu en service le 9 octobre 2024. Votre silence nous manque. » Une sensation de vertige la submergea. Pour le monde entier, elle était morte ou disparue à jamais. Elle n'était plus qu'une ligne dans les registres qu'elle aimait enclasser. Elle sortit dans la rue. Hanoï en 2020 si elle n'était pas radicalement différente, mais elle semblait plus rapide, plus lumineuse. Les voitures électriques glissaient silencieusement sur l'asphalte, et les gens semblaient encore plus absorbés par leurs écrans holographiques. Nguyen se dirigea vers la maison du professeur Han. C'était son seul espoir. Elle traversa le quartier de Théo, craignant à chaque instant d'être reconnue par un ancien collègue. Arrivée devant le portail en fer forgé, elle vit que la vigne avait presque entièrement recouvert la façade. La maison semblait abandonnée. Elle frappa à la porte, un coup, 2 coups, 3 coups. Rien? Elle insista. Enfin, une voix faible et méfiante s'éleva de l'intérieur. Qui est là? Je n'attends personne. Partez. Professeur Han, c'est moi. C'est Nguyen. Un long silence suivit. Puis, on entendit le bruit de plusieurs verrous que l'on tirait. La porte s'ouvrit d'un entrebâillement, révélant un homme encore plus frêle qu'auparavant. Ses cheveux étaient d'une blancheur de neige et ses mains tremblaient violemment. Nguyen? Murmura-t-il, ses yeux s'écarquillant de terreur. C'est un fantôme. Le temps se moque de moi. Ce n'est pas un fantôme, professeur. Touchez ma main. Je suis réel. Le résonateur. Il a fonctionné, mais il m'a jeté trop loin. Le vieil homme saisit son bras avec une force surprenante. Il l'entraîna à l'intérieur et referma précipitamment la porte. Le salon était un chaos de documents jaunis et de tasses de thé vides. 2 ans, Nguyen. 2 ans que je cherche à corriger cette erreur. J'y ai cru que je t'avais tué. J'y ai cru que la vibration t'avait désintégré dans le néant. Il s'assit lourdement dans son fauteuil. J'y ai continué les recherches, dit-il en désignant une pile de cahiers. J'y ai compris trop tard. La formule de CM. Elle n'était pas seulement incomplète, elle était un piège. La porte numéro 7 ne mène pas seulement à un autre lieu, elle exige un tribut temporel si on ne possède pas l'unité au moment du passage. Je l'ai, professeur, dit-elle en sortant le badge. Monsieur Luang me l'a donné. En regarda l'objet avec une sorte de révérence religieuse. Le badge brillait maintenant d'une lumière douce et constante. C'est magnifique, murmura-t-il. Mais le prix a été élevé. Tu n'as plus de travail, plus d'identité légale. Tu es une anomalie dans le système. Nguyen s'approcha de la fenêtre et regarda le jardin sauvage. L'archiviste que j'y étais est morte en 2024, dit-elle d'une voix calme. Mais la femme qui se tient devant vous a enfin compris la leçon de sa grand-mère. L'histoire n'est pas quelque chose que l'on classe dans des boîtes. C'est quelque chose que l'on vit, que l'on protège. Elle se tourna vers lui. Nous devons retourner à la bibliothèque. Pas pour revenir en arrière, mais pour terminer le travail du docteur Locke. La collection qu'il a cachée. Luang m'a dit qu'elle était en sécurité. Le registre contient l'emplacement exact. Le professeur se redressa, une nouvelle étincelle de vie dans le regard. Tu as raison. Si nous pouvons trouver la collection, nous pourrons peut-être stabiliser la brèche définitivement. Mais nous devons faire vite. La bibliothèque va être rénovée le mois prochain. Ils vont détruire le mur de béton pour installer un nouvel ascenseur. Nguyen serra le badge dans sa main. Alors nous avons 3 semaines pour devenir des ombres et récupérer la vérité. Chapitre 7. Le manuscrit de l'invisible. La mission de Nguyen était devenue une course contre le progrès technique.
Durant les jours qui suivirent, elle vécut recluse dans la maison du professeur Han, étudiant les notes du docteur Locke avec une intensité presque mystique. Elle apprit à se déplacer dans Hanoï comme une fugitive, utilisant des vêtements